around how long is the vaccine good for? Would I need to repeat it in a year or in a few months? So this is a good question, and no manufacturer can claim that they have 5-year data on their vaccines. So right now, in terms of those specific vaccines, in the initial reports that have been provided, I think they followed the participants up to about 4 months. These are clinical trials that are ongoing, so they'll be following the participants for 2 years. And so the thought is that we know that we have short-term data that is excellent. Do we have information on 6 On months? sait qu'on a des données à court terme et ça reste à être déterminé. Et si nous analysons aussi la façon dont les anticorps et les réponses se comportent, je pense que c'est assez bon. Au moins pendant quelques mois, il faudra voir les données tirées des essais pour voir si la prévention s'étend sur un an ou plus ou moins. Et pourquoi le vaccin n'est pas indiqué pour les enfants? Pourquoi il y en a un qui est à partir de 16 ans et l'autre à partir de ceux qui ont 18 ans? Oui, je me fais beaucoup poser cette question et je pense que est-ce qu'on a oublié les enfants? La réponse simple, c'est que les essais cliniques initialement n'ont pas été effectués sur des enfants. Donc, nous n'avons pas de données au niveau pédiatrique. Dans Pfizer Biotech, sur 16 ans, c'est qu'ils ont pu étendre les essais à ceux qui ont 16 ans et 18 ans. Donc, c'est pour ça qu'on a des données sur ce groupe d'âge. Pour l'instant, on n'a pas les données sur les enfants à cause du manque de données, mais les deux fabricants incluent les essais avec des enfants. On espère pouvoir voir les données bientôt et que c'est aussi sécuritaire et efficace pour ce groupe d'âge. On va démarrer avec les 12 à 15 ans ou 16 ans et ensuite on va voir. Donc, gardez l'œil ouvert. J'apprécie. L'autre question, on a parlé des variants. Est-ce que le vaccin fonctionne pour les variants aussi, à votre connaissance? Il y a beaucoup de variants différents et aussi, il y en a qui sont inquiétants et qui sont rapportés. Mais pour l'instant, je ne pense pas que la réponse est tranchée. Il y a des nuances. Il y a des rapports qui indiquent que certains de ces vaccins pourraient quand même être efficaces, mais pas aussi bien. Et ce sera important de voir quelle est la différence. Est-ce que c'est une différence cliniquement significative et voir aussi est-ce que les enfants, comme les gens vont être quand même infectés, est-ce qu'ils vont être plus malades? Alors, à ce moment-ci, je pense que nous sommes encore en train d'apprendre. Et il y a des rapports qui disent que peut-être que ça fonctionne, peut-être pas aussi bien pour les variants, mais ça dépend aussi du variant parce que les variants qui inquiètent viennent du Royaume-Uni, Afrique du Sud, ils sont un peu différents, donc leur impact peut être différent avec ces vaccins. On a entendu beaucoup des vaccins et ceux qui ont des maladies neuromusculaires aimeraient être priorisés. Et aussi, comment est-ce que je peux plaider ma cause pour recevoir le vaccin plus tôt? Surtout, par exemple, il y en a qui disent que, bon, j'ai un enfant qui est malade à la maison. Est-ce que c'est... Oui, c'est une bonne question. Bon, comme vous le savez, au Canada, la santé relève des différentes provinces et territoires. Et qu'il y a une réglementation des vaccins par Santé Canada, mais les agences de santé publique et les comités consultatifs au Canada effectuent des recommandations sur leur utilisation. On savait que l'approvisionnement en vaccins serait faible au début, c'est un problème. Alors, le Comité national sur l'immunisation a établi une priorité chez les populations clés en commençant avec ceux qui ont le plus haut risque de complications, de décès, de maladies graves et aussi de transmission, transmettre à des patients ou à des personnes qui sont à haut risque. C'est une bonne idée,
mais c'est compliqué de le mettre en pratique. En principe, on veut prioriser les patients qui vivent dans des environnements de soins à long terme, des soignants, les plus de 70 ans, les Autochtones. C'est des patients et aussi les soignants, c'est ça. Beaucoup de gens me posent la question, mon enfant ou moi-même, on a des problèmes. Où suis-je sur cette liste? C'est très compliqué. On essaie de passer à travers l'étape 1, mais sur le plan national, on fait des recommandations, mais au bout du compte, c'est les provinces et territoires qui déterminent les programmes d'immunisation, comment la vaccination est appliquée et est distribuée. Alors, je pense qu'il s'agit de plaider votre cause auprès de votre agence locale, provinciale, territoriale. Ça devrait être utile, mais il y a tellement de différences, tellement de facteurs à considérer aussi. Et je pense que pour l'Agence de vaccination du Canada, on va essayer de plaider pour certaines populations, certains groupes qui sont peut-être à plus haut risque aussi de complications graves pour s'assurer que cette voix est entendue également. Je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais je pense que c'est bien de parler à votre expert, votre association, l'agence de santé pour savoir ce qu'il en est. Merci. On va passer aux autres questions. Comment les vaccins, si je reçois juste une dose de vaccin, qu'est-ce qui est nouveau, différent au sujet des nouvelles souches de coronavirus? I unmute myself. You can hear me too. Est-ce que vous m'entendez? Can you see my slides? Est-ce que vous voyez mes diapos? Perfect. Okay, thanks. Bon, très bien, merci. Alors, je vais voir si je peux répondre aux questions. Il y a 3 genres de vaccins qui sont au Canada ou qui arrivent. Les premiers, c'est l'ARNM. Les nouveaux, ce sont des vaccins avec vecteur viral et avec protéines avec adjuvant. Adjuvant, c'est l'ancien vaccin qu'on utilisait pour des vaccins activés. Dans ces circonstances, quand une protéine du virus est tirée, donc comme Dr. Pham oui a dit, tous ces vaccins sont là. On ajoute à cette protéine un composé qui améliore la réponse immunitaire à cette protéine et vous l'injectez dans le muscle du bras. Quand c'est injecté, le système immunitaire le reconnaît, fait des anticorps et active l'immunité, les cellules immunitaires et il y a l'antigène qui est créé. Alors, quand vous contractez le virus, le système immunitaire est prêt, entre en action rapidement et vous n'êtes pas malade. Alors, tous ces vaccins ici, les 2 premiers, vous amènent au même point, mais de façon assez différente. Voici, je suis désolée. Alors, c'est le vaccin ARN. Alors, dans un vaccin ARN, on prend le messager, le mRNA messager, qui est une ARN qui est instable, utilisée pour communiquer de l'ADN du noyau de la cellule pour faire des protéines. Alors, vous êtes une cellule patriotique, vous voulez faire des protéines, on dit, il faut faire de l'insuline et faire des ARN qui sont transmises et ensuite le système s'enclenche. Ce qui se passe ici, c'est que vous avez un ARNM qui code la protéine, qui est encapsulée dans des lipides et c'est pour la stabiliser.
le ARN est très instable, alors les vaccins doivent être stabilisés. Donc, et les lipides aussi permettent d'entrer dans les cellules. Quand l'ARN entre dans la cellule, elle dit, bon, d'accord, il faut faire des spike proteins, ces protéines. Et ensuite, là, le corps dit, ah non, c'est une protéine étrangère. Alors là, vous fabriquez des antigènes, des anticorps, pardon, et quand vous attrapez le virus, vous avez déjà les anticorps pour tuer le virus. Maintenant, la réplication des vaccins vecteurs, c'est la même chose, sauf qu'on utilise un virus qui a été modifié de façon à ce qu'il ne peut pas se recopier, il ne peut pas vous rendre malade. Et c'est utilisé comme mécanisme pour faire l'ADN à l'intérieur qui fait d'autres protéines, des protéines, espèces de protéines crampons. Alors, le virus fabrique ces protéines crampons et on le reconnaît comme étant étranger et ensuite, vous réagissez au vaccin. Ces deux vaccins, ces protéines sont instables. Quand vous avez l'injection, vous avez un apport de protéines, mais ensuite, ça meurt. Est-ce que c'est efficace? Le vaccin ARNM, c'est surprenant parce que vraiment, on est heureux. On pensait que ça ne marcherait pas très bien, ce vaccin de type ARNM, parce que pour d'autres virus, ça n'a pas vraiment bien fonctionné. Et ils sont efficaces à 95-94. Ça, c'est parce que j'ai parlé des adultes plus âgés, mais dans ces essais, le corps des personnes était plus âgé et il fonctionnait bien avec eux. C'est bien. Alors, une très bonne efficacité. Et les vaccins avec vecteur viral fonctionnent aussi assez bien. Plus compliqué, mais vous voyez, on parle de 90 72 96 facteur important, comme c'est le cas pour les vaccins, ça fonctionne mieux pour des maladies plus graves que des maladies moins graves. Évidemment, c'est ça qu'on veut pour un vaccin, mais c'est sur la liste de choses dont on ne connaît pas, c'est si vous êtes exposé à la COVID et si vous êtes vacciné, peut-être que vous allez avoir le virus, être faiblement symptomatique, mais vous pouvez peut-être le communiquer à d'autres. On attend de voir si les personnes vaccinées sont protégées contre la maladie euh, grave, mais peut-être peuvent avoir une maladie faible et le transmettre quand même à d'autres personnes. C'est une raison pour laquelle tous les gens de santé publique disent, même vaccinés, il faut garder la distanciation, garder le masque, et respecter toutes les mesures jusqu'à ce qu'on sache définitivement quelle est la réponse à cette question. Voici une autre diapositive plus compliquée, mais est-ce que c'est une dose ou deux doses? On ne savait pas que ces vaccins fonctionnaient hein, et on était certain qu'il fallait deux doses, c'est pour ça. Mais à notre grande surprise, on a vu qu'ils étaient très efficaces. Et ce qui est encore meilleur, c'est que la première dose fonctionne déjà. Alors, voici le tableau sur Pfizer, mais Moderna, ça fonctionne exactement selon le même principe. En bleu, la ligne bleue ici, c'est le nombre de personnes qui ont attrapé la COVID dans le placebo au fil du temps après la première dose. Alors ça, c'est l'infection, le nombre de personnes. Et ceux qui ont reçu le vaccin, vous voyez, jusqu'au 12e jour, ça commence ici. Jusqu'au 10-12e jour, il n'y a pas de différence. Et ça comprend parce que ça prend du temps avant que le système s'installe dans le corps. Et au 10e jour, les gens qui reçoivent le vaccin arrêtent d'avoir la COVID. Ce que ça veut dire, c'est qu'au 10e jour ou 2 semaines après, chez un adulte,
en santé, vous êtes très bien protégés. Et ce qui suscite toute cette discussion, les gens peuvent attendre encore plus longtemps pour avoir le rappel. Mais vous voulez toujours la deuxième dose, n'est-ce pas? Parce que la deuxième dose vous donne un boost d'immunité et vous protège pour plus longtemps et une protection plus longue, c'est bon. Mais aussi, ça peut vous protéger mieux contre les nouveaux variants. Vous voulez cette deuxième dose. Mais là où il y a tellement peu de doses disponibles dans le pays, étant donné qu'on sait que même à court terme, les gens sont très bien protégés par la première dose dans tous les pays du monde. On donne la première dose de vaccin aux gens et ensuite on attend jusqu'à ce qu'on ait de nouveaux arrivages parce que c'est moins de gens qui vont avoir la deuxième. Alors, une dose, c'est très bien chez les adultes en santé à court terme. On va avoir de toute façon 2 doses éventuellement. La question est la suivante, mais les variants, qu'en est-il? Une photo 3D de la protéine crampon. Ça, c'est en haut, c'est la surface. Ça, c'est la partie que votre système immunitaire voit et vous voyez quelque chose qui s'appelle CAR484, G215. Ça, c'est des changements dans les chaînes d'acide aminé. Et la forme de la protéine prend la structure de l'acide aminé. Elle se replie des éléments qui fusionnent. Alors, quand on change l'acide aminé, on change la forme de la protéine. Le jaune ici, c'est un emmêlement. C'est la partie qui s'appelle le récepteur. C'est là où la protéine crampon s'accroche. Ce qui est proche ici, on change la forme et modifie la façon dont c'est lié à la cellule. Les virus procèdent comme ça et on le reconnaît aussi pour l'influenza. C'est une situation pareille. Alors, c'est la même chose aussi pour l'influenza. Les mutations aussi, c'est la raison pour laquelle il faut se vacciner contre l'influenza chaque année parce qu'évidemment, il y a une évolution et un changement de forme. On dirait on pense que la COVID va être comme l'influenza. Il va y avoir des évolutions dans le virus constant et il faut continuer de travailler sur les vaccins, mettre à jour pour s'assurer que les vaccins réagissent bien au virus. Mais si vous regardez ici l'efficacité par rapport aux variants que nous avons maintenant, c'est assez bon. Alors, jusqu'à date, les vaccins qu'on va avoir à court terme semblent bien réagir aux variants. Mais évidemment, les variants vont continuer. Il faudra surveiller. Et si on est chanceux, avec beaucoup de chance, peut-être le virus ne pourra pas changer aussi souvent pour échapper au vaccin et on n'aura pas besoin de rappel. Mais si on n'a pas de chance, il faudra changer le vaccin chaque année. Mais il semble que ce sera plus à long terme. Peut-être que ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un vaccin antigrippal chaque année à ajouter au vaccin anti-COVID. Et je crois que c'est la fin de mes questions. Voilà. Excellent, merci beaucoup. Maintenant, nous avons Dr. Bettle. La question qui ont été soulevées, comment se fait-il que les vaccins ont été approuvés si rapidement? Merci beaucoup. Ma connexion Internet n'a pas été très bonne cette année. Alors, si ça coupe, je suis désolée. Ce qu'il faut comprendre, d'abord, les gens parlent des vaccins ARNM. C'est une nouvelle technologie. Mais en fait, ces vaccins ont été en développement depuis de nombreuses années. Ils ont été mis à l'essai dans différents contextes. Il y a beaucoup de recherches qui ont été effectuées pour nous amener là où on en est et où on peut développer rapidement ces vaccins. La première chose, c'est que normalement, dans le développement de vaccins ou de médicaments, ça prend du temps.
parce que on n'a pas les fonds nécessaires pour faire les recherches de base, les essais cliniques. Et dans le contexte de la pandémie, le gouvernement, les chercheurs, les instituts de recherche ont influé beaucoup d'argent. Ça a été vraiment un bon début pour accélérer le développement du vaccin. Le processus de recherche a reçu beaucoup d'attention et on a travaillé rapidement pour identifier les candidats initiaux au vaccin et mais la recherche de base, les études analytiques, les recherches humaines, tout ça, ce travail-là a été fait quand même pour le vaccin de la COVID. On a tiré profit, évidemment, de chercheurs pour les essais, les designs d'essais pour les adapter afin de pouvoir les étendre un peu plus, les étendre plus rapidement. Et évidemment, il y a eu des contrôles de sécurité très bons à chacune des étapes. Et avant de faire des essais de plus en plus vastes, tous les processus de recherche ont été faits rapidement en raison de cet effort scientifique concerté. Normalement, ce qui se passe avec des produits qui arrivent au Canada, Santé Canada, c'est l'agence de réglementation. Normalement, quand la recherche est complétée et tout est fait, alors Santé Canada, on nous amène les données et on nous demande d'en faire une révision. On examine, on rend une décision, est-ce que c'est sécuritaire, est-ce que ça fonctionne. Dans le contexte de la présente pandémie, on a regardé nos propres processus et on s'est dit, bon, attendre que toute la recherche soit faite, ça prendrait longtemps. On a mis en place des processus où les compagnies pouvaient commencer à recevoir des données quand elles étaient disponibles. Au lieu d'attendre la fin, on a reçu au fur et à mesure les données à Santé Canada. Les premiers essais ont été envoyés à Santé Canada. Donc, dès le départ, tôt, on a commencé à examiner les données, vraiment très tôt. Alors, ça ne nous a pas pris beaucoup de temps pour compléter tout le processus. Maintenant, l'examen rapide, on a procédé à un examen de ces vaccins. On a travaillé jour et nuit depuis l'automne, depuis que les soumissions ont été présentées. Ça nous a permis donc de faire tout ce travail dans cette durée. Oui, allez-y. On a parlé de ces deux doses, mais quel est l'état des vaccins et quel est le déploiement de la vaccination et quand est-ce qu'il va être déployé dans la population, dans nos communautés? Oui, on a les deux vaccins ARMN, Pfizer avant Noël. Il y a aussi d'autres vaccins qui sont examinés, AstraZeneca et l'autre vaccin Vecteur. Et on a aussi des données de Novavax, base de protéines, que vous avez déjà mentionnées. Nous sommes conscients que l'approvisionnement en vaccins, peut-être le problème actuellement, et c'est compréhensible parce que les compagnies essaient d'accélérer les productions pour pouvoir vacciner le monde entier. Et c'est très compliqué. Ça prend beaucoup de temps pour mettre sur pied des sites de fabrication et c'est pour ça que l'approvisionnement était faible et on essaie d'accélérer les choses là maintenant. Nous avons deux vaccins maintenant qui sont disponibles. Ils sont distribués dans les provinces. Le Moderna va aller surtout dans le nord parce que c'est plus facile à transporter et le Pfizer est distribué partout aussi au pays. Quand on aura les autorisations pour les autres vaccins, ils seront aussi intégrés dans le programme de distribution. Alors, le calendrier dépend des approvisionnements. Ça dépend également de la capacité de chaque province à aussi effectuer son plan de vaccination. On va voir, on pense que l'approvisionnement va augmenter sous peu et sera disponible pour plus de personnes. L'autre question ici sur la priorisation. On a déjà parlé
comment les priorités sont déterminées pour la vaccination? Bon, alors, on veut d'abord prioriser pour déterminer en général qui peut obtenir le vaccin euh, par rapport à la population étudiée, mais la vaccination dépend de la mise en œuvre du plan de vaccination. Donc, il y a un comité national sur la vaccination. Vaccination, c'est un comité d'experts qui regarde les données cliniques et qui fait des recommandations aux agences de santé publique. Il leur donne des orientations sur la vaccination de population, groupes de population. À mesure que d'autres vaccins vont être autorisés, on va voir comment ils pourraient être distribués. Alors, ça, c'est au niveau national. Et comme on l'a dit, la priorisation est faite par la santé euh, privée, d'abord les soignants, les gens des centres de soins longue durée, et ensuite ça va s'étendre à d'autres groupes. Et chaque province, évidemment, prend ses orientations et détermine ce qui leur convient le mieux pour leur plan de vaccination. La dernière question, et les maladies neuromusculaires sont rares. Il y en a des rares, des très rares. Donc, est-ce que des médicaments pour des maladies rares pourraient aussi se voir ajuster leur processus de révision? Ah oui, Santé Canada déjà a un examen plus rapide pour des maladies euh, mortelles, par exemple, des politiques qui vont, par exemple, d'un moment de révision de 10 mois et ça réduit, le temps a été réduit de moitié. La situation actuelle est la suivante. C'est assez unique, n'est-ce pas? Et nous avons des équipes consacrées à ce vaccin. Donc, ça va être difficile de tenir le rythme, mais nous avons beaucoup appris sur la façon d'être souple avec nos processus et aussi la façon de faire ces révisions, ces examens. Après la COVID, il y a des choses qu'on pourra appliquer à l'examen aussi d'autres médicaments. Alors, la question parle aussi de la technologie, l'évaluation de la technologie. Oui, nous avons une façon d'effectuer notre examen avec HDS. Santé Canada va regarder les données pour voir si est-ce que ce médicament fonctionne, est-ce qu'il est sécurisé, et l'agence va regarder aussi ces données et voir aussi le volet rentabilité, évidemment, qui est très important. Nous avons mis sur pied un processus et nous pourrons commencer l'examen des médicaments au même moment de l'examen par cette agence et on pourra partager des renseignements, les rapports, l'information que cette agence d'évaluation de Santé Canada. Et ça va donc permettre d'accélérer les décisions. On a mis ça sur pied et je pense que ça pourra plus efficace dans la fabrication de médicaments. Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant est un bon départ, mais on veut l'appliquer ensuite après la COVID. Prochaine question, Dr. Lockmuller. Selon vous, est-ce que tout le monde sera inclus? Merci, merci beaucoup d'avoir organisé ça. C'est fantastique. Je vais essayer de répondre rapidement à ces questions. Bon, les troubles neuromusculaires n'ont pas été inclus dans les essais, pas à notre connaissance, parce que c'était souvent des bénévoles en santé. Et ça, c'est le protocole qui le commandait. Il n'y avait pas d'essais ou sous-ensemble d'essais cliniques qui ont ciblé des patients avec des maladies neuromusculaires. Très bien. Autre question, est-ce que le vaccin est incompatible avec des thérapies géniques ou ARN? Oui, c'est une question intéressante. Nous avons entendu qu'il y a que ce type de vaccin est basé sur adénovirus.
Donc, ça ressemble aux vecteurs que nous utilisions pour des thérapies géniques et dans les maladies neuromusculaires des AAV. Par contre, même si le nom est le même, c'est deux virus différents et il n'y a pas vraiment de similarité. Je pense qu'il n'y a pas de raison pour croire que si vous avez le vaccin, que vous êtes immunisé par rapport aux thérapies géniques. De la même façon, il n'y a pas de raison de croire que les thérapies ARN peuvent être contre-indiquées aussi ou incompatibles. Très bien. L'autre question, est-ce que la vaccination peut avoir un impact sur les muscles? Dans quel muscle c'est injecté? Est-ce qu'on peut choisir le muscle d'injection? Habituellement, le vaccin est injecté dans le muscle du haut de l'épaule, le deltoïde. Et pour beaucoup de personnes, ceux qui ont des problèmes neuromusculaires, il n'y a pas de problème parce que ce muscle, très souvent, est préservé. Par contre, il peut y avoir des cas ou des situations où ce muscle est pas approprié. Alors, dans ce cas-là, la personne devrait parler à son médecin pour voir si ce n'est pas possible de faire l'injection dans un autre muscle, un muscle mieux préservé. Il n'y a pas de raison pour laquelle il ne pourrait pas être injecté dans un autre muscle. Alors, c'est quelqu'un de 17 ans qui souffre de déflasacor. Est-ce que le vaccin, dans son cas, est indiqué? Oui, ça, c'est des médicaments. Ceux qui ont des maladies neuromusculaires ont des médicaments neurosuppresseurs comme des stéroïdes ou des déflasacors dans ce cas-là. Alors, ce médicament déflasacor est un immunosuppresseur dans une certaine mesure, mais pas dans la mesure où le vaccin ne serait pas efficace. En fait, il y a des gens qui ont reçu d'autres vaccins plusieurs fois sur plusieurs années et ces autres vaccins fonctionnent. Donc, on s'attend à ce que le vaccin de la coronavirus fonctionne avec ces patients qui prennent ces médicaments. Et si vous êtes justement immunosuppressé, est-ce que l'effet du vaccin est réduit? Oui, c'était sous-entendu dans ma réponse précédente. Il y a des situations où les gens sont immunosuppressés de façon importante. Alors, peut-être ils doivent être isolés. Ceux qui reçoivent de la chimiothérapie, par exemple, dans ce cas-là, peut-être il s'agit de savoir est-ce que le vaccin est approprié, mais ça, il faut en discuter avec le médecin traitant. Mon fils souffre d'atrophie musculaire spinale et mon mari est infirmier. Est-ce qu'ils doivent être vaccinés? En principe, oui. Les soignants, les infirmiers, les membres de la famille. Alors, les patients qui sont vulnérables doivent être vaccinés, mais en ce qui concerne le fils, il y a quand même une limite à cause de l'âge, comme on l'a mentionné précédemment. Alors, s'il a 16 ans ou plus, bon, peut-être que l'âge pourrait être une limite, mais il y a des essais qui se font en ce moment sur les enfants, un groupe d'âge plus jeune. Mais moi, j'ai bien confiance que certains de ces vaccins, sinon tous, seront efficaces chez les enfants plus jeunes. Et la dernière question, selon vos expériences cliniques et expertises, les personnes qui souffrent de troubles neuromusculaires devraient-elles être priorisées pour la vaccination? Et même ceux qui, par exemple, souffrent de Lambert-Eaton. Oui, en fait, cette situation est la maladie neuromusculaire la plus courante. Et j'ai une question parce que dans la dystrophie musculaire myotonique, il y a beaucoup de problèmes, en fait. L'ARN de gènes multiples n'est pas bien traité, donc il y a un défaut à ce niveau-là. Est-ce que ça affecte le fonctionnement du vaccin à base de
ARN. Selon moi, ces vaccins n'ont pas besoin d'être sont traités parce que selon moi, ça fonctionne bien dans cette dystrophie musculaire myotonique. J'ai vu des questions dans le chat aussi, des gens qui posent la question si l'OPMD ou d'autres maladies, la PDIC, est-ce que ça fonctionne? Et je veux dire oui, de façon générale, on peut être vacciné. Qui doit être priorisé? Bien, ça, c'est très difficile, comme on l'a dit précédemment. Mais dans une perspective plus clinique, les patients qui ont des problèmes neuromusculaires, évidemment, sont différents en termes de leur situation de santé. Il y en a qui peuvent marcher, peuvent aller à l'école. Il y en a qui ont des difficultés respiratoires, qui utilisent des ventilateurs. Et peut-être qu'ils seraient en danger s'ils avaient la pneumonie et surtout s'ils étaient touchés par la COVID. Et je pense qu'on va en parler plus tard dans sa partie de la session. De façon générale, je dirais que oui, les gens qui ont de la dystrophie musculaire myotonique devraient être priorisés, mais ça dépend selon les personnes qui ont des maladies graves neuromusculaires, aussi les poumons, la respiration compromise, je pense qu'ils devraient être en priorité. Merci beaucoup, Dr. Lockmuller. Maintenant, Dr. Katzberg, on voulait mettre l'accent ici surtout sur le SBG, le syndrome de Guillain-Barré. Une personne a dit qu'ils avaient le SGB. Est-ce qu'ils devraient recevoir le vaccin? Et est-ce qu'ils pourraient causer le vaccin, la SGB? Je vais partager mes diapos si vous permettez. Oui, allez-y. Est-ce que vous voyez le diapo? Je vais parler. C'est un article intéressant qui a été tiré du comité santé et sécurité et c'est un examen, une revue, une approche équilibrée en matière de vaccination. Comme on l'a déjà dit, toutes les personnes qui ont des maladies neuromusculaires, et ça, c'est des personnes qui en ont parlé dans les questions, par exemple, le syndrome myotonique. On en a parlé. Et ces patients qui ne sont pas immunosuppressés devraient prendre le vaccin et pour éviter les risques d'infection liés à la COVID. Et aussi les personnes qui ont des maladies neuromusculaires, qui prennent des immunosuppressants. Je pense que c'est un autre groupe qui n'a pas été utilisé dans les essais, malheureusement. Mais c'est important de noter qu'il n'y a pas de données sur l'innocuité, mais on voit les avantages de réduire la COVID. L'autre question, est-ce que les patients immunosuppressés ont reçu des bénéfices du vaccin, même s'il y a eu des avantages? Je pense que ça va quand même donner un avantage pour lutter contre des infections liées à la COVID. On a noté aussi qu'il y a un risque accru de développement de troubles auto-immunes ou inflammatoires n'a pas été observé dans les essais cliniques. Et il n'y a pas de données sur le risque de l'exacerbation de l'auto-immunisation. Et les patients qui ont ces états n'ont pas de contre-indication à la vaccination. Et ça, c'est la plupart des patients qui ont des maladies neuromusculaires. Maintenant, sur le SGB, je vais en parler plus précisément. C'est comment on dit que si le patient a une histoire de SGB, les patients peuvent recevoir le vaccin à moins de contre-indication. Et surtout les patients qui ont eu la SGP liée à un autre vaccin précédent. Il y a Dr. Fauci a fait des commentaires à ce sujet-là, des patients dans la communauté LGBT et qui ça a été soulevé et chanté Canada
a mis cette mise en garde sur des patients qui ont le SGB. Alors, je pense qu'il devrait être prudent, mais tous les autres sont admissibles comme il est indiqué ici. C'est important de noter aussi que le vaccin ne transmet pas le risque d'induire une infection, n'entraîne pas d'infection à la COVID. Et il faut suivre de près. Mais ça, ce sont des principes qui sont généraux et qui peuvent s'appliquer aux patients avec maladies neuromusculaires de façon générale. Il y a des indications, certains groupes ici. On dit que la fondation de PDIC, des commentaires de ce groupe, un groupe consultatif, on dit qu'ils ont, vous voyez, on voit si ceux qui ont reçu le vaccin, les patients, et on recommande. Vous gardez en tête que le vaccin pour la COVID est utilisé depuis quelques semaines seulement. Il y a beaucoup de questions. C'est qu'on a on n'a pas beaucoup de recul. On collecte de l'information. Des millions de personnes sont vaccinées, mais je pense qu'il est encore trop tôt d'avoir un énoncé très définitif. Mais je ne pense pas qu'il y ait de problème important pour les patients qui ont le PDIC ou le MNM. Je pense que ça peut quand même réduire l'efficacité. Santé Canada a un commentaire concernant le SGB. Comme vous savez, les vaccins considérés n'ont pas d'agents vivants. Alors, c'est à considérer. C'est difficile. Par exemple, ceux qui reçoivent des IVG régulièrement, tous les patients qui reçoivent continuellement des immunoglobulines intraveineuses. Il faut voir si c'est le cas. Les avantages du vaccin sont quand même appréciables. Ici, sur la vaccination et l'IVIG, peut-être que en plus, il faudrait peut-être éviter les vaccins. Mais si vous pensez que vos symptômes s'aggravent, il faut parler au médecin. Voici un autre énoncé qui date un peu et des commentaires avant l'observation des vaccinations. Les commentaires sont les mêmes. Les patients qui ont des syndromes de myasthénie peuvent être considérés aussi pour la vaccination. On recueille encore des données là-dessus. Mais il faut mettre en équilibre. Ceux qui ont myasthénie ont des risques d'aggravation par l'infection, comme on le sait. Il y a d'autres infections, des symptômes de COVID qui peuvent aggraver leurs conditions en plus de la COVID. Alors, la vaccination est un petit risque. Toutes ces recommandations, on a travaillé ensemble, les groupes, afin de recueillir le plus d'informations à jour. Nous allons suivre ces ressources de près. Je vais prendre une pause. Maintenant, Dr. Amin, vous avez des diapos, je crois. Okay, good afternoon, everybody. Bon après-midi, tout le monde. Je vais commencer avec les questions. Est-ce que vous voyez la présentation? Première question. Est-ce qu'on a des données si les enfants avec maladie neuromusculaire sont plus affectés par des virus? La réponse est dans ces études limitées. Il ne semble pas que ces enfants sont plus affectés. Alors, il y a un document qui vient d'être publié le mois dernier et c'est un groupe en Espagne qui a établi un registre d'enfants qui avaient des maladies neuromusculaires pendant la pandémie. Ils ont identifié 29 enfants dans le groupe qui ont contracté la COVID. Ils ont catégorisé asymptomatiques,
symptômes légers, modérés, graves, critiques. Et vous voyez, 38 de ces patients étaient asymptomatiques, 52 ont une infection légère, 10 ont une infection modérée. Aucun de ces enfants avec maladie neuromusculaire a eu d'infection grave ou critique. Qui étaient ces enfants? Sur les 29, l'âge moyen était de 8,4 ans. C'est intéressant. Qui ils étaient? 21 6 avaient la trophie musculaire 1, trophie musculaire 2, trophie musculaire de Duchenne, 4 autres, et c'est d'autres types de dystrophie ou de troubles neuromusculaires. Maintenant, sur le plan gravité ou sur le plan clinique, dans l'ensemble, je pense que ça représente les patients qu'on voit. 40 de ces patients avaient un ventilateur artificiel de certains types, près de 20 avaient un tube gastrique. Ce n'est pas juste une population avec des symptômes légers, c'est une population très touchée. Malgré cela, les enfants s'en sont bien sortis. Voici le tableau qui montre un résumé des caractéristiques cliniques. Et on manque de temps, mais je serais heureuse de partager les diapos avec vous. Voyez que dans l'ensemble, les symptômes qu'ils ont eus étaient très légers. Donc, à titre de comparaison, la revue systématique des enfants dans l'ensemble, sans maladie neuromusculaire, leur impact de la pandémie, vous voyez, on a réuni les données et on a vu 114 enfants. La majorité ont eu une manifestation légère, comme on a vu chez les enfants qui avaient les maladies neuromusculaires, et 15 étaient asymptomatiques. Donc, la bonne nouvelle, c'est la COVID-19, compte tenu des données limitées qu'on a, semble avoir le même impact chez les enfants atteints de maladies neuromusculaires par rapport à ceux qui n'ont pas. Autre question, quelles sont les données à jour sur qui est plus à risque dans les maladies neuromusculaires? On n'a pas de données réelles pour dire qu'un type de maladie neuromusculaire représente un plus grand risque. Et ce que je vous montre ici, c'est qu'il y a des facteurs qui mettent certaines personnes à plus haut risque. Comme on a parlé, c'est ceux qui ont des immunodépresseurs, qui ont un ventilateur, qui ont une toux faible, qui ont des complications déjà, des complications cardiaques, qui ont des problèmes d'ingestion, déglutition. Et donc, c'est des situations qui vous donnent des risques plus élevés. Mais on n'a pas de données pour vous dire que c'est des facteurs de risque définitifs. L'autre question, est-ce qu'il y a des effets secondaires respiratoires qui sont connus reliés au vaccin de la COVID? Qu'est-ce qu'on connaît des effets secondaires? Alors, d'après les effets cliniques, c'est des choses qu'on prévoirait pour n'importe quel vaccin, douleur sur le site d'injection, frissons, sentiment de fatigue, fiévreux. Et sur le site de Santé Canada, vous allez voir les données qui sont disponibles déjà et qui rapportent des données jusqu'au 15 janvier. Vous voyez, aucun de ces effets secondaires ne touchait les systèmes respiratoires. Bon, il y a eu des réactions allergiques, brûlures, maux de tête, nausées. Alors, les effets secondaires sur le plan respiratoire n'ont pas été démontrés jusqu'à maintenant. J'ai un enfant qui ventilait mécaniquement ce qu'il doit recevoir le vaccin, mais je pense que ça, on l'a déjà répondu par mes collègues. Oui, absolument. Quand le vaccin sera approuvé pour les enfants, oui, ces enfants devraient recevoir le vaccin. On ne sait pas à quel moment ce sera pour les enfants au Canada. Si un enfant est ventilé artificiellement à la maison, et s'il y a beaucoup de soignants de la communauté qui vont le visiter, est-ce que les soignants doivent recevoir le vaccin de la COVID? Et oui, tout à fait. Et c'est une question quotidienne. Cette question est posée chaque jour. Les patients
qui reçoit des soignants, beaucoup de soignants, et ces soignants voient plusieurs autres patients. Simplement pour vous dire que DMC peut travailler avec vous pour vous aider à plaider au niveau local selon les cas particuliers, et vous pouvez rejoindre aussi Omira. Et vous avez son courriel ici. That's my rapid fire. Alors, voici ma brève présentation. Je sais qu'il y avait des questions pour vous, Stacy. Alors, si vous voulez plaider votre cause et avoir une priorité d'accès au vaccin, parlez à DMC. Oui, j'aimerais féliciter les gens qui ont organisé la session. Merci aux panélistes. Je sais que vous travaillez fort et nous sommes très heureux. Cette question, on a essayé d'avoir une approche vraiment générale à cette question. Nous avons mis sur pied des systèmes de soutien, donné des sessions d'éducation comme aujourd'hui. Nos clients nous disent que, évidemment, avoir la connaissance, c'est avoir le pouvoir. Aider nos clients à naviguer dans les systèmes difficiles, souvent des spécialistes. Alors, des gens de votre communauté peuvent vous aider à avoir accès à l'information. Les questions que vous avez, nous, on peut vous aider à trouver la réponse. Et ce qu'on peut faire aussi, quand vous avez déterminé quelle est l'étape suivante, si vous voulez passer aussi à la vaccination, allez voir nos services, travailler avec eux. Comme vous avez vu, selon votre endroit de résidence, il y a différents processus. On peut travailler avec vous, mettre sur pied un plan ensemble, écrire une lettre, rencontrer des décideurs pour que vous puissiez répondre à votre objectif. L'autre question, c'est sur la pandémie qui a affecté les gens sur le plan de l'isolement social et de la santé mentale. Est-ce que TMC offre un soutien? Oui, absolument. Nous, on veut répondre aux besoins de nos clients en mettant l'accent aussi sur la santé mentale. Nous avons mis sur pied un certain nombre de webinaires, réseaux. On réunit des gens pour qu'ils aient ces contacts personnels. Nous avons aussi des experts dans différentes communautés qui ont des ressources en matière de santé mentale. Travailler en partenariat avec nos clients pour offrir les ressources nécessaires et qui leur permettra de les aider dans matière de santé mentale. Merci. Pour le temps, je vais terminer ici, mais si vous avez une question que vous avez mise dans la section Q&A, on va le mettre dans le rapport. Il y a des questions qui sont soulevées, alors on va toutes les retenir et on va essayer de répondre. Je veux vous dire aussi qu'aujourd'hui, l'information qui a été présente est aussi précise que possible à l'heure actuelle. S'il y a plus d'informations qu'on apprend, qu'on peut apprendre plus tard. Bon, nous sommes heureux d'avoir pu vous avoir à notre panel aujourd'hui et je vous remercie tout le monde.